Chunk 1. En mauvaise santé tout le temps, et je suis un peu obsédé par ça. Donc, je devais m'en débarrasser. Kurt Cobain a choisi 6 reprises sur 14 chansons pour MTV Unplugged. Ce n'était pas un hasard. Il a choisi des chansons de mort, des chansons d'adieu, des morceaux sur l'ascension vers l'au-delà. Il a chanté All Apologies comme s'il se confessait. Tout était de ma faute. Je prendrai toute la responsabilité. Sa voix était douce, ses épaules affaissées. Il n'était plus en colère, juste fatigué. La scène ressemblait à un service commémoratif. Même MTV voulait couper des parties parce qu'elles ne semblaient pas authentiques. Mais Kurt savait exactement ce qu'il faisait. Il disait au revoir et personne ne s'en est rendu compte. Kurt Cobain est né le 20 février 1967 à Aberdeen, Washington. Sa mère Wendy avait 19 ans et son père Donald travaillait comme mécanicien. Au début, tout ressemblait à une famille normale d'une petite ville. Mais même quand il était petit garçon, Kurt avait quelque chose de sauvage en lui. Il était plein d'une énergie qui effrayait tout le monde. Il sautait des toits en faisant semblant d'être un méchant conéal. Il faisait des cascades qui auraient pu le tuer. Quand il avait à peine 7 ans, les médecins ont dit qu'il avait un TDAH et lui ont donné de la Ritaline. Cette pilule était censée le calmer, mais certaines personnes, y compris sa femme des années plus tard, allaient pas et les blâmer ce moment pour le début de sa dépendance à vie aux drogues. Les choses ont empiré en 1976, une semaine après son 9e anniversaire. C'est à ce moment-là que sa mère a quitté son père et est partie en voiture. Son père a dû dire aux enfants que la famille se brisait. Le tribunal a ordonné à Don de verser 300 $ par mois pour les 2 enfants. La mère de Kurt a obtenu la garde. Kurt ne l'a pas bien pris. Il est allé dans sa chambre et a écrit sur le mur « Je déteste maman. Je déteste papa. » Chunk 2. Papa déteste maman. Maman déteste papa. Cela donne simplement envie d'être si triste. Il n'était qu'un garçon, mais le stress le rendait malade. Il a commencé à avoir des douleurs d'estomac aiguës et d'étranges tics oculaires. Il a arrêté de beaucoup parler et s'est replié sur lui-même. Son oncle a dit qu'il n'a plus jamais été le même après le divorce. En 1969, quand Kurt avait 12 ans, il a trouvé quelque chose qui allait tout changer. Sa tante Marie avait un tas de disques de punk rock. Il les a écoutés sans arrêt. La musique est devenue son évasion. À l'école, il s'est fait intimider parce qu'il était ami avec un camarade de classe gay. Les autres enfants l'ont insulté et se sont moqués de lui. Il n'en pouvait plus. Il a volé une guitare et a appris à en jouer tout seul. Seul dans sa chambre, il s'est entraîné pendant des heures. Certains disent qu'il pouvait être méchant aussi. Une fois, il a convaincu un ami de se faire une coupe de cheveux mohawk, puis s'est défilé et a laissé l'ami affronter le ridicule seul. Mais la musique était maintenant son monde. C'était sa façon de se défendre. En 1951, quand il avait 14 ans, il a tenté de mettre fin à ses jours pour la première fois. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était réel. Après quelques moqueries cruelles à l'école, il s'est défoncé, puis s'est rendu aux voies ferrées. Il s'est allongé avec 2 énormes morceaux de ciment sur sa poitrine et ses jambes et a attendu que le train de 23 heures le renverse. Mais le train a changé de voie à la dernière seconde. Il n'est pas mort. Des années plus tard, en 1938, il a enregistré une cassette où il en parlait de sa propre voix. Un cinéaste a trouvé la cassette et a dit « Ici, nous avons Kurt Cobain qui parle d'une tentative de suicide ratée à l'âge de 14 ans. » Cela a fait réaliser aux gens que sa douleur avait commencé bien plus tôt qu'il ne le pensait. En 1983, alors qu'il n'avait que 15 ans, s'est été mis à la porte de chez lui par sa mère. Chunk 3. Il a abandonné l'école et n'avait nulle part où aller. Il a passé 4 mois sans abri. Il a dormi dans une boîte en carton devant la maison d'un ami. Parfois, il restait dans les couloirs des bâtiments, partant avant que personne ne se réveille. Une fois, lui et un ami se sont faufilés dans une salle d'attente d'hôpital et y ont dormi. Ils ont même volé de la nourriture à la cafétéria, en facturant de faux numéros de chambre. Plus tard, il a affirmé avoir vécu sous un pont.
ce qui a inspiré sa chanson « Something in the Way ». Mais sa sœur et son camarade de groupe Crest ont dit que cette partie n'était pas vraie. L'eau sous ce pont l'aurait rendu impossible. Pourtant, la vérité était assez mauvaise. Il avait froid, faim et était complètement seul. En 1985, à seulement 16 ans, Kurt a créé son premier groupe. Il s'appelait Feel Matter. Le nom à lui seul montrait à quel point il était en colère et en avait marre. Il a enregistré une démo pendant les vacances de Pâques en 1986 chez sa tante. Elle se souvenait de lui entrant avec un énorme cahier plein de paroles. Les chansons étaient brutes, désordonnées et pleines de rage. L'une de ses chansons, Spank Through, l'aiderait plus tard à lancer Nirvana. Son ami Buzz Osborne a dit que ses premiers enregistrements avaient une sorte de magie étrange. La même année, en 1985, il a abandonné le lycée pour de bon. Il ne pouvait pas suivre et détestait la culture de dur à cuire de l'école. Il aimait la poésie et la peinture et personne ne respectait cela. Il a obtenu un emploi de concierge dans la même école. Il a juste démissionné. Il a poussé un balai dans les mêmes couloirs où ses anciens camarades de classe se préparaient maintenant pour l'université. Il n'a duré que 2 mois. Vers cette époque, il a également commencé à consommer des drogues dures. Il avait déjà essayé l'herbe à 13 ans. Maintenant, il utilisait du LSD, des solvants, du diluant à peinture et du fluide correcteur. En 1986, quelqu'un lui a donné de l'héroïne pour la première fois. Chunk, 4. À 19 ans, il a dit qu'il avait essayé presque toutes les drogues, sauf le PCP. Plus tard, en 1986, tout a changé lorsque Chris Novoselic a entendu la démo de Matière fécale. Buzz Osborne a dit à Chris de former un groupe avec Kurt. Ils ont commencé à pratiquer dans un petit appartement au-dessus du salon de coiffure de la mère de Chris. L'équipement était terrible. Le micro était maintenu ensemble avec du ruban adhésif. Leur premier batteur a démissionné après une seule session avant de s'appeler Nirvana. Ils ont brièvement joué en tant que groupe de reprise de Creedence Clearwater Revival nommé The Sellouts. Lors d'un concert, les choses ont tellement mal tourné que Kurt a frappé le bassiste avec un 2 cylindres après que le gars l'ait attaqué avec un aspirateur. Puis est venu le 25 mai 1986. Kurt avait 19 ans lorsqu'il a été arrêté à Aberdeen pour avoir peint des graffitis à la bombe. La police a dit qu'il avait écrit des absurdités comme « Ain't got no how watch it ». Mais Kurt a raconté une histoire différente. Il a dit qu'il avait tagué des camions avec « God is gay ». Cette phrase allait plus tard apparaître dans l'une de ses chansons. Il avait déjà été arrêté une fois auparavant pour des graffitis. Certains rapports disent qu'il a même dessiné des images grossières de personnages de dessins animés, comme ce Scooby-Doo. Il était en colère contre toute la ville. Il voulait choquer les gens qu'il avait fait tosser ça se sentir petit. En 1987. Quand Kurt avait 20 ans, il a rencontré Tracy Miranda dans un club punk de Seattle. Elle avait 1 an de plus et avait un emploi, tandis que Kurt était fauché et se concentrait uniquement sur la musique. Ils vivaient ensemble dans un petit appartement à Olympia, rempli de poupées, de peintures et d'animaux. Tracy payait toutes les factures pendant que Kurt écrivait des chansons. L'une de ses chansons parlait d'une fille. Elle n'avait aucune idée que c'était à son sujet jusqu'à des années plus tard, quand elle a lu un livre, mais leur relation a commencé à s'effondrer. Kurt trompait et se droguait. Tracy laissait des longues listes de choses à faire dans l'appartement, mais il ne changeait pas. Il a mis fin à la relation en 1990 avec un appel téléphonique, alors qu'il était sur la route avec le groupe. Nirvana a donné son premier concert en mars 1987 lors d'une fête à la maison. L'adresse était 17 Nussbaum Road à Raymond, Washington. Chunk 5. C'était un désastre. La foule était ivre, méchante et jetait des choses sur le groupe. Kurt a fracassé sa guitare et a continué à jouer une version longue et désordonnée d'une chanson juste pour ennuyer tout le monde. Ils ont considéré la nuit comme un succès parce qu'ils avaient offensé les gens. C'était assez punk pour eux
En 1988, Nirvana a enregistré Love Buzz chez Reciprocal Recording. Ce qui aurait dû prendre une journée s'est transformé en semaine de stress. Kurt était obsédé par chaque détail. Ils l'ont enregistré 3 fois, effaçant les anciennes versions et recommençant Sub Pop. La maison de disques a quand même demandé une autre version. Kurt n'arrêtait pas de se disputer avec les autres et de partir en trombe. Seuls 1000 exemplaires ont été fabriqués. Le processus a presque déchiré le groupe. Les choses sont devenues encore plus sombres en 1949, lors de leur première tournée européenne. La consommation d'héroïne de Kurt a dégénéré. Il a commencé à mettre en gage du matériel de groupe pour acheter plus de drogue. À Rome, il s'est effondré sur scène après avoir mélangé de l'héroïne et de l'alcool. Il a fracassé sa guitare et est monté sur les haut-parleurs. La sécurité pensait qu'il pourrait sauter. Kurt a dit plus tard qu'il ne faisait pas de spectacle, il faisait une dépression. Il a vu les visages des enfants qui l'avaient intimidé et a paniqué. Il a supplié le biographe de ne pas inclure cette histoire dans le livre de Nirvana. Toujours en 1949, Nirvana a enregistré son premier album, Bleach. Il n'a coûté que 606 centines et n'a pris que 30 heures à terminer. Jason Everman l'a payé, mais il n'a pas joué une seule note. L'album est sorti le 15 juin 1949, mais Kurt l'a détesté. Il a dit que ça sonnait trop négatif. Pendant l'enregistrement, il était tellement déprimé qu'il a écrit les paroles à la dernière minute, les griffonnant parfois dans la camionnette en route vers le studio. Chunk cesse. Pourtant, Bleach a fini par se vendre à près de 3 millions d'exemplaires. En 1990, le batteur Chad Channing a été viré. Le groupe a dit que c'était mutuel, mais ce n'était pas le cas. Hurt pensait que la batterie de Chad était trop douce. Chad était frustré aussi. Hurt contrôlait tout. Ils se disputaient tout le temps. Chad avait déjà enregistré la batterie pour Polly, qui allait plus tard apparaître sur Nevermind, mais il était dehors. Et pendant un moment, l'avenir de Nirvana était incertain. ChatGPT a dit en septembre 1990, Dave Grohl a volé de Washington DC à Seattle avec seulement $100 dans sa poche. Son groupe Scream venait de se séparer et c'était sa seule chance d'auditionner pour Nirvana. Il n'avait que 21 ans. La répétition a eu lieu dans un espace d'entrepôt sale dans le sud de Seattle qui appartenait soit à Mudhoney, soit à Tad. L'air sentait la moisissure et la barbe rance. Mais Dave avait déjà mémorisé chaque morceau du premier album de Nirvana, Bleach. Au moment où ils ont commencé à jouer ensemble, ça a cliqué. Il n'a pas fallu plus de quelques minutes. Sa batterie était brute, forte et absolument parfaite pour eux. Chris et Kurt ont su instantanément qu'ils avaient trouvé ce qui leur manquait. Ils n'ont même jamais pris la peine d'auditionner quelqu'un d'autre. Le premier spectacle de Dave avec eux a eu lieu seulement 2 semaines plus tard, le 11 octobre au North Shore Surf Club à Olympia. En mai 1941, ils enregistraient Nevermind au Sound City Studio à Van Nuys, en Californie. C'était censé coûter 65 000 $. Au lieu de cela, il a presque doublé pour atteindre 120 000 $. Kurt n'arrêtait pas de courir après la perfection. Il s'asseyait seul avec une bouteille de sirop contre la toux et comine, essayant de sauver sa voix tout en enregistrant et réenregistrant obsessivement des couches de guitare. Le producteur Butch Vig a dit que Kurt s'arrêtait parfois complètement, restant assis en silence pendant des heures. Sa voix a presque cédé lors de l'enregistrement de Drain You. Elle a tellement craqué qu'ils ont dû garder des prises ratées. Geffen Records a commencé à paniquer. Chunk, 7. Les frais d'hébergement, le temps de studio et les honoraires de mixage d'Andy Wallace ont tellement fait grimper la facture qu'ils ont sérieusement pensé à annuler tout le projet. Kurt a fracassé sa guitare pendant une session en plein milieu de l'enregistrement de la piste 12 à 19 minutes et 32 secondes. La pression était à ce point. Puis est venu le 17 août 1991. Le tournage de la vidéo Smells Like Teen Spirit au GMT Studio à Culver City s'est transformé en un véritable chaos.
Le budget était quelque part entre 30 000 et 50 000 Le réalisateur, Samuel Bayer, n'arrivait pas à contrôler l'énergie sur le plateau. Plus de 200 adolescents étaient entassés dans des gradins, forcés d'entendre la même chanson pendant 12 heures d'affilée. Ils avaient chaud, étaient fatigués et en colère. Kurt a finalement convaincu le réalisateur de les laisser détruire le plateau. C'est alors que tout a explosé. Les enfants ont commencé à faire du moche, à crier, à détruire l'équipement. Hurt a dit plus tard qu'ils attendaient juste de dire « Va te faire foutre » à quelqu'un et il leur a donné le feu vert. L'émeute était réelle. Ça avait l'air parfait à la caméra. On pouvait voir la frustration dans chaque image. Le 11 janvier 1992, Nevermind a atteint la première place du Billboard 200, détrônant Dangerous de Michael Jackson. La même nuit, Nirvana s'est produit à Saturday Night Live. Ils ont joué Smells Like Teen Spirit et Territorial Pissings. À la fin, ils ont fracassé leurs instruments, mais la partie la plus choquante est venue après. Pendant le générique de fin, Kurt, Chris et Dave ont tous commencé à s'embrasser à la française en direct à la télévision. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Kurt a dit que c'était pour énerver les ploucs et les homophobes. NBC a refusé de diffuser le baiser en rediffusion. La même nuit, de retour dans sa chambre d'hôtel à New York, Kurt a fait une overdose. Courtney l'a retrouvé inconscient le lendemain matin, sa peau devenant bleue. Quelques semaines plus tard, le 24 février 1992, Kurt et Courtney se sont mariés à Hawaï. Seulement 8 personnes sont venues. Dave Grohl était là. Chunk 8. Chris n'y était pas. Courtney était déjà enceinte. Elle portait une robe de satin et de dentelle qui avait appartenu à Francis Farmer. Kurt portait un pyjama vert. Après la cérémonie, les choses ont dégénéré rapidement. Ils se sont lancés dans une crise d'héroïne. Courtney a dit plus tard qu'ils obtenaient des pilules et de la dope à Alphabet City, portant des chapeaux pour se cacher. Un matin, à 6h30, Kurt a fait une autre overdose. Il saignait du nez et devenait bleu. Courtney lui a jeté de l'eau à l'eau froide et lui a frappé la poitrine jusqu'à ce qu'il reprenne vie. Puis est venu septembre 1992. Vanity Fair a publié un article qui a presque détruit leur couple. La journaliste Lynn Herzberg a cité Courtney admettant avoir consommé de l'héroïne pendant sa grossesse. Francis Bean n'avait que 2 semaines lorsque les services de protection de l'enfance l'ont emmené. Kurt était anéanti. Il a menacé de se tuer s'ils ne récupéraient pas leur bébé. Ils ont dépensé 240 000 $ en frais juridiques. Kurt a dû suivre un programme de désintoxication de 30 jours. Tous les deux ont dû se soumettre à des tests de dépistage de drogue. L'affaire a finalement été rejetée, mais les dommages émotionnels avaient déjà pris le dessus. Le 4 mars 1994, Kurt a fait une overdose à Rome. Le public a été informé qu'il s'agissait d'un accident. Ce n'était pas le cas. Il avait pris entre 50 et 60 comprimés de Rohypnol avec du champagne. Il a laissé une lettre de suicide. La lettre disait « Je me déteste et je veux mourir ». Courtney l'a retrouvé inconscient et il a été transporté d'urgence à la polyclinique Humberto Bermer. Il est resté dans le coma pendant près de 24 heures. Quand il s'est réveillé, ses premiers mots ont été « Enlevez ces tubes de mon nez ». Le monde a balayé ça du revers de la main. Mais ce n'était pas juste une frayeur, c'était un avertissement. Chunk, 9. Exactement 1 mois plus tard, il était parti. En 1992, lors du Reading Festival au Royaume-Uni, Kurt a réalisé l'un des coups d'éclat les plus inoubliables de l'histoire du rock. Il a fait en sorte que le journaliste musical Everett True le conduise sur sa scène dans une chemise d'hôpital et une perruque, faisant semblant d'être trop malade pour jouer. Il a croassé une ligne de The Rose de Bette Midler, puis s'est effondré sur le dos. La foule s'est figée. Quelques secondes plus tard, il a bondi, a saisi sa guitare et s'est lancé dans Breed. C'était sa façon de se moquer des tabloïds et de tous ceux qui disaient qu'il était fini. Puis sont venus les MTV VMA le 9 septembre 1992.
Courtney tenait le bébé Francis quand elle a crié en plaisantant à Axl Rose, lui demandant s'il serait le parrain. Axl s'est précipité avec 5 gardes du corps, a traité Courtney de et a crié à Kurt de la contrôler. Kurt s'est simplement tourné vers elle et a dit « Tais-toi », se moquant d'Axl. Tout le monde autour d'eux a ri. Cette nuit-là sur scène, Kurt a commencé à gratter « Rape me » par défi avant de passer à lithium. Dans une interview de Rolling Stone en 1992, Kurt a admis qu'il dépensait de 400 à 500 $ par jour en héroïne. Il a dit que cela l'aidait avec sa douleur chronique à l'estomac. Il avait tout essayé d'autre. Shakes, protéinés, exercices, médecins, rien ne fonctionnait. Alors, il a choisi l'héroïne. Il a appelé ça une perte de temps. Il a dit que cela détruisait le respect de soi et la mémoire, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Dave et Chris le trouvaient souvent inconscient dans des chambres d'hôtel. Ils ont essayé d'aider, mais il était déjà trop tard. En 1993, Nirvana enregistrait In Utero avec Steve Albini. Kurt voulait que ça sonne brut et laid. Il voulait repousser les fans. Quand Geffen a entendu les premiers sons de mixage, ils ont paniqué. La basse était à peine audible. Les voix étaient enfouies. Albini n'avait facturé que 100 000 $ et avait refusé les redevances. Cette décision à elle seule lui a coûté des centaines de milliers de dollars. Chunk. 10. Le groupe a dû publier une déclaration publique juste pour arrêter les rumeurs d'interférence du label quand In Utero est sorti en septembre 1993. Walmart et Kmart ont refusé de le vendre à moins que la chanson Rape Me ne soit modifiée. Kurt a accepté en se moquant. La version vendue dans les grands magasins avait le titre changé en Wife Me. MTV leur a interdit de la jouer en direct. Alors, au VMA de 1993, Nirvana a taquiné la foule en commençant par l'intro de Rape Me avant de se lancer dans Lithium. Le 23 juillet 1993, Kurt a été arrêté à son domicile à Seattle. La police est venue pour une perturbation domestique. Ils ont trouvé de l'héroïne et plusieurs armes à feu. Il s'était injecté 40 heures d'héroïne ce soir-là et tremblait quand ils sont arrivés. Courtney a essayé de le ranimer avec du Valium et de la buprenorphine, mais il l'a vomi. L'une des armes qu'ils ont trouvées était le fusil de chasse de calibre 20 et utilisé plus tard dans son suicide. Plus tard cette année-là, pendant la tournée In Utero, Kurt s'est effondré dans une salle de bain de New York. Il s'était enfermé pendant longtemps. Courtney a entendu un bruit sourd. Il était de nouveau inconscient. Le groupe a annulé les dates de la côte Est. Publiquement, ils ont blâmé l'épuisement. En privé, c'était le sevrage. Aux répétitions de MTV Unplugged en novembre, Kurt pouvait à peine se tenir debout. Il tremblait tellement que certaines chansons ont dû être enregistrées encore et encore. Cette tournée s'est tranquillement effondrée alors que sa santé dégénérait. En janvier 1994, Kurt a écrit « Tu sais que tu as raison ». Après une violente dispute avec Courtney, les paroles étaient brutes et en colère. Il a étiré le mot « douleur » pendant 10 secondes complètes, comme s'il essayait de l'extraire de lui. En mars, il a appelé son avocat et a demandé de retirer Courtney de son testament. Le même mois, il a enregistré ce qui allait être sa dernière chanson. Quand Courtney l'a chantée elle-même plus tard, elle a changé les mots. Au lieu de « je m'en irai pour de bon », elle a chanté « je vais déménager d'ici ». Mais les dégâts étaient déjà faits. La chanson était son adieu, même si le monde ne s'en rendait pas encore compte. Chunk 11. En novembre 1993, lors des répétitions du concert MTV Unplugged de Nirvana, Kurt Cobain n'était pas seulement nerveux, il était en train de craquer. Le studio était tendu. Il traversait un sevrage de drogue, s'en prenait à tout le monde et choisissait des chansons difficiles exprès. Les chansons de Meat Puppets n'étaient sans doute pas seulement des morceaux d'invités. Il les a choisis dans des tonalités qui fatigueraient sa voix, comme s'il voulait se faire du mal. MTV ne voulait pas du tout de Meat Puppets. Il voulait quelqu'un comme Eddie Vedder ou Tori Amos, quelqu'un de plus sûr. Mais Kurt s'en fichait.
La veille du tournage, il a refusé de se présenter. Quand il est finalement entré, les gens ont dit qu'il n'y avait pas de sourire, pas de blague, pas de lumière en lui. Et la scène, il l'a conçue pour qu'elle ressemble à un enterrement. Bougie noire, lit Stargazer, un lustre en cristal. Quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement dit « exactement comme un enterrement ». Le 1er mars 1994 à Munich. Nirvana a joué ce qui allait devenir son dernier spectacle. Kurt avait une bronchite. Il a sauté la balance. La salle était un vieux hangar d'avion avec un son affreux. Et sa voix, elle s'est aggravée à chaque chanson. Il n'a pas essayé de la sauver. Il l'a poussée jusqu'à ce qu'elle cède presque. À la moitié du set, le courant a complètement coupé. Krist Novoselic a dit à la foule « Le grunge est mort. Nirvana est fini ». Ils ont retiré Smells Like Teen Spirit de la setlist et ont terminé le spectacle de 23 chansons de 80 minutes avec Heart Shaped Box. Dans les coulisses, Kurt a dit à son agent « C'est tout, c'est fini ». Après son overdose à Rome, Kurt est rentré à Seattle. Le 25 mars 1994, Courtney Love a organisé une intervention. Il y avait 10 personnes, des camarades de groupe, des dirigeants de maisons de disques, même son ami Dylan Carlson. Tout le monde l'a supplié de se faire aider. Courtney a menacé de prendre Francis Bean et de partir. Le groupe a menacé de mettre fin à Nirvana. Chunk, 12. Kurt leur a crié dessus. Il les a insultés. Puis, il s'est enfermé dans une pièce, mais à la fin de la journée, il a accepté d'aller en cure de désintoxication à Los Angeles. Avant de partir le 30 mars, il a demandé à Dylan de lui acheter un fusil de chasse pour 300 $. Dylan a trouvé ça étrange. Kurt allait en cure de désintoxication, pourquoi aurait-il besoin d'une arme? Mais Kurt a insisté pour la garder. Ce n'était pas sa première tentative de suicide. Le 4 mars 1940 à Rome, Kurt a pris environ 50 à 60 comprimés de Rohypnol et les a fait suivre de champagne. Il s'est effondré à l'hôtel Weston Excelsior. Courtney l'a retrouvé inconscient le lendemain matin. Il était dans le coma depuis près de 24 heures. Au début, la presse a dit que ce n'était qu'une overdose, mais des amis proches ont dit que ce n'était pas un accident. Une lettre de suicide a été retrouvée, pleine de douleur, blâmant la célébrité, blâmant l'industrie. Quand il s'est réveillé, il était en colère de ne pas être mort. De retour à Seattle au début de 1994, Kurt a commencé à enregistrer des démos tout seul. Pas de groupe, pas de production, juste lui et un micro. Les paroles étaient pleines de mort. Il a chanté sur le fait d'être enterré, de disparaître. Une chanson répétait la ligne « Je suis enterré encore et encore ». Les enregistrements ressemblaient à un journal intime de quelqu'un se préparant à partir. Pas de vernis, pas de filtre, juste une tristesse brute. Kurt était allé et venu en cure de désintoxication au moins 5 fois entre 1992 et 1994. La première cure majeure a eu lieu à l'été 1992, une désintoxication de 60 jours, juste pour qu'il puisse être présent pour la naissance de sa fille. Il est allé rester propre assez longtemps pour tenir Francis, puis est retourné directement à l'héroïne. Sa dernière tentative a eu lieu le 28 mars 1994. Courtney l'a averti que les services de protection de l'enfance pourraient emmener Francis s'il ne y allait pas. Il y est allé. Elle s'était fière pendant 3 jours. Le 1er avril, il a escaladé le mur de désintoxication de 6 pieds, a disparu et a acheté un billet pour Seattle. Chunk, 13. Il se battait depuis des années contre des douleurs chroniques à l'estomac. En 1993, les médecins ont finalement découvert qu'il s'agissait d'un nerf pincé causé par une scoliose. La douleur était si forte qu'en 1941, il a dit à quelqu'un « L'héroïne est la seule chose qui m'empêche de me tirer une balle ». Il a tout essayé. Shakes, protéinés, régime végétarien, exercice. Rien n'a fonctionné.
Finalement, on lui a donné un médicament expérimental qui a réellement aidé, mais la police l'a enlevé lors d'un appel domestique le 18 mars 1995, pensant que c'était suspect. Sans plus de soulagement, Kurt est retourné à l'héroïne, 500 $ par jour. Les journaux de Kurt ont révélé plus tard que ce n'était pas une nouvelle bataille. Il pensait au suicide depuis des années depuis son enfance. Il y avait plus de 20 entrées sur le désir d'y mettre fin. Il en a même écrit un en 1193 qui disait « Je vais bien, très bien, et je suis reconnaissant, mais l'étincelle est partie. » Sa famille avait des antécédents de suicide. 2 oncles s'étaient suicidés avec des armes à feu. Un cousin a confirmé que Kurt avait un TDAH et un trouble bipolaire. Ce n'était pas seulement les drogues. Il se noyait depuis longtemps. Dans une interview de 1993, il l'a dit lui-même. « Je me suis forcé à sourire. Il perdait du poids rapidement. » Il s'était effondré avant une représentation en juillet de cette année-là et avait dû être ranimé par Courtney avec une injection d'Aloxone. La même nuit, il est monté sur scène comme si de rien n'était. Il s'endormait pendant les photos. Les camarades de groupe ont dit qu'il avait l'air creux, émacié, mais il a continué à se produire. Il a aussi brûlé des ponts. En 1993, il a attaqué Pearl Jam publiquement, les a qualifiés d'entreprise, a qualifié leur musique de fausse. Cela a tué toute chance de tourner ensemble. L'album V de Pearl Jam se vendait mieux que In Utero de Nirvana et Kurt détestait ça. Il a appelé son manager en colère à ce sujet. Il voulait que Nirvana soit numéro 1, mais cela l'a juste poussé davantage dans l'isolement. Tout dans ce plateau MTV Unplugged ressemblait à un avertissement. Les lises, les bougies, l'éclairage sombre, ça ressemblait à un mémorial, et c'est exactement ce que Kurt a dit qu'il voulait. Pendant Where Did You Sleep Last Night, il s'est penché, les yeux à moitié fermés, comme s'il était déjà ailleurs. Quand il a crié le verset final, ça ne sonnait pas humain. Neil Young l'a appelé comme un loup-garou. Chunk. 14. C'était la seule fois où Kurt a fait l'éloge de l'une de ses propres performances. Il a refusé de faire un rappel. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire mieux. La veille du tournage, les répétitions ont été un gâchis. Il n'arrivait pas à faire « The Man Who Sold the World ». Il l'a foiré encore et encore. Des images ont montré plus tard qu'il gâchait l'intro, se faisant embrouiller par les accords de Pat Smear. Il a cloué le solo en répétition, mais l'a gâché pendant le vrai spectacle. MTV voulait le couper. Ça ne semblait pas authentique, mais c'est resté. Quand il a chanté All Apologies, ça ne sonnait pas comme une chanson. Ça sonnait comme un adieu. Tout est de ma faute. Je prendrai toute la responsabilité. Sa voix était douce. Ses épaules étaient affaissées. Il n'était pas en colère, juste fatigué. La chanson avait des blagues, du sarcasme, même la ligne « Tout le monde est gay ». Mais en dessous, c'était imprégné de culpabilité. Il était fatigué de faire semblant d'aller bien. La setlist a sauté la plupart des plus grands succès de Nirvana. Au lieu de cela, il a choisi 6 reprises sur 14 chansons. Il a choisi des chansons de mort, des chansons d'adieu, des chansons sur le départ. Le morceau plateau de Meat Puppets parle de l'ascension vers l'au-delà. Et la dernière ligne, il ne s'assigne à rien au sommet qu'un saut et une vadrouille. Le 5 avril 1994, Kurt Cobain est mort. Il a utilisé le fusil de chasse que Dylan Carlson lui avait acheté. Un Remington modèle 11 de calibre 20. Son corps n'a été retrouvé que le 8 avril. Un électricien pensait qu'il dormait, mais ensuite, il a vu du sang. Chunk. 15. Le médecin légiste a trouvé des niveaux élevés d'héroïne, assez pour tuer 3 personnes. Sa note de suicide s'est terminée par la ligne de Neil Young. Il vaut mieux brûler franchement que s'éteindre à petit feu. Son permis de conduire a été laissé à côté de lui. Son visage était trop décomposé pour être identifié. MTV a joué le spectacle Unplugged en boucle. Les fans l'ont regardé comme un enterrement. Les lises, la bougie, le silence, tout avait un sens maintenant. Les gens ont remarqué chaque détail, la façon dont il regardait, la façon dont il sonnait. Ce n'était pas juste un concert, c'était son adieu.
Et puis sont venues les théories. Tom Grant, l'enquêteur privé que Courtney avait engagé pour retrouver Kurt, pensait que ce n'était pas un suicide. Il a dit que le niveau d'héroïne était trop élevé pour que Kurt ait pu appuyer sur la gâchette. Il a dit que l'arme n'avait pas d'empreinte digitale. Il a dit que Dylan Carlson avait été payé, que la note était en fait une lettre de retraite transformée en une note de suicide. Le documentaire Soaked in Bleach a répandu ces affirmations en 2015. La police de Seattle les a rejetées, mais les questions ne se sont jamais arrêtées. En 2024, à l'occasion du 30e anniversaire de l'album MTV Unplugged, de nouvelles bandes de répétition sont sorties, 5 sessions complètes. Elles ont montré les combats, la tristesse, le moment exact où Kurt a dit « Je n'ai plus la passion », les mêmes mots qu'il a écrits dans sa note de suicide.